Bon, alors merci beaucoup donc pour cette invitation. Je remercie donc Guillaume, je remercie Magali qui me permet donc tous les 2 mois d'intervenir sur l'histoire des sciences. Nous avons déjà vu plusieurs sujets liés aux sciences. Donc là cette fois-ci, donc nous allons faire les sciences et la littérature, voir un peu les relations entre ces deux disciplines. Alors, c'est un domaine qui est vaste. Alors, bien évidemment, comme je suis historien, je vais surtout voir un peu comment, à travers l'histoire, ces deux disciplines ont discuté, donc ont échangé, comment les scientifiques et les écrivains donc ont pu soit travailler ensemble ou au contraire se sont opposés. Et finalement, donc, nous verrons qu'il y a beaucoup de stéréotypes que nous avons et qu'il faut enlever. Bon, la France est un pays de littérature, nous le savons, puisque la France a beaucoup de prix Nobel de littérature, mais il ne faut pas ignorer que la France est un pays de sciences. J'ai dit récemment dans un colloque que la France a eu le prix Nobel de physique cette année. Et elle a eu le prix de physique l'année dernière aussi. Donc, c'est quand même quelque chose qui est passé assez inaperçu. Mais en tout cas, ça fait 2 années consécutives. Et depuis cette année, donc, la France a plus de prix Nobel de physique que de littérature. Donc, il ne faut pas oublier ce sujet-là. Il y a un savoir-faire littéraire et scientifique qui est tout aussi important. Et nous allons voir justement pourquoi nous sommes dans cette situation-là. Alors, je vais aujourd'hui parler parfois de certains grands écrivains ou grands scientifiques, alors surtout grands écrivains qui sont connus, mais je vais aussi parler d'écrivains qui sont probablement pas connus à Taïwan. Donc, c'est pas grave si vous les connaissez pas. Le plus important, c'est de voir l'évolution en fait du sujet littéraire et scientifique. Nous verrons là aussi que ces deux thèmes ont un point commun, c'est l'influence très importante de la philosophie, puisque ce sont souvent les philosophes depuis l'origine qui ont fait ce lien entre les sciences et la littérature. Aujourd'hui, on a l'habitude de dire qu'un philosophe est forcément un littéraire, mais ce n'était pas du tout le cas pendant des siècles et des siècles, puisque nos plus grands philosophes étaient connus parce qu'ils étaient scientifiques dans le passé. Donc, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un changement, c'est-à-dire que ce lien naturel qu'il y avait entre la littérature et les sciences, ce lien a été modifié. Et depuis, on va dire, 2 siècles à peu près, il y a un mur qui s'est construit entre la littérature et les sciences, même s'il existe un contact, même s'il existe bien sûr des personnes qui aiment les deux disciplines, mais il y a ce mur qui a été construit par l'école, puisque on a inscrit dans l'idée des jeunes que si on est un bon élève, on est un scientifique, si on est un mauvais élève, on est un littéraire. Moi, je me rappelle très bien que quand j'étais au lycée, donc on disait bon, il faut être un bon lycéen, et donc pour faire des mathématiques. Mais si tu es mauvais, c'est pas grave, on t'enverra en littérature. Et là, c'est quelque chose qui a été construit patiemment de génération en génération. Et aujourd'hui, il y a vraiment les passerelles donc ont beaucoup de mal donc à se faire naturellement aujourd'hui entre ces deux disciplines. Mais c'est vraiment quelque chose de très contemporain. Alors, je vais essayer de brancher mon PowerPoint. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Fenêtre, hop.
Euh, Guillaume, est-ce qu'on voit mon PowerPoint en gros plan ou pas? Oui, 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 c'est bon, C'est ça bon? marche. C'est bon? Pour Très moi, bien. oui. Très bien. Donc, je vais continuer. Alors, comme toujours, je vais commencer par présenter donc quelques livres que je souhaite vous conseiller. Euh, D'abord, ce livre qui s'appelle donc tout simplement Science et littérature, inspiration réciproque. Alors, non seulement, alors, il parle bien sûr de la France, mais il va parler aussi de l'Europe centrale et orientale. C'est une région de l'Europe que, à l'étranger, on connaît beaucoup moins, et notamment ici en Asie, puisque souvent, donc dans les écoles asiatiques, on va étudier donc bien sûr la littérature française, anglaise parfois allemande, mais on s'intéresse pas à l'Europe de l'Est. Et donc, comme en ce moment nous avons donc un problème politique bon, dont on parle beaucoup à la télévision, qui est ce problème entre la Russie et l'Ukraine. Donc, j'ai trouvé que ce livre était un moyen à la fois de connaître une région, l'Europe centrale et orientale, qu'on ne connaît pas bien, et en même temps de connaître un peu leur culture scientifique et littéraire. Alors, il y a eu une coopération donc avec des Français. Donc, il y a 5 pays qui ont collaboré dans ce livre. C'est de voir en fait donc comment les sciences et la littérature donc dans les pays européens ont pu dialoguer. Et finalement, on s'aperçoit donc que les deux sont nécessaires et que c'est grâce au lien entre les sciences et la littérature que nous avons pu donc avoir une histoire tout à fait spécifique. L'Europe, malgré tout, c'est un petit continent. C'est une population pas très élevée. Et donc, malgré tout, le rayonnement culturel et scientifique de l'Europe est très important. Et grâce à ce livre, on peut essayer de comprendre pourquoi l'Europe a eu ce rayonnement scientifique et littéraire aussi important. On peut notamment donc voir que, je vais l'expliquer plus tard, que notamment il y a un engagement des écrivains et des scientifiques dans la politique. Et nous verrons que quand il va y avoir notamment l'arrivée de la République, après donc la Révolution, on va avoir des grandes personnalités de la littérature, des grandes personnalités des sciences qui vont s'engager, qui vont devenir députés, sénateurs. Il ne faut pas oublier que Victor Hugo a été sénateur. Par exemple, qu'il y a des écrivains qui se sont présentés, Lamartine, pour être président de la République. Donc là, les grands écrivains de leur époque, 19e et 20e siècle, ils sont très engagés dans la politique et donc ils vont avoir donc un moyen de faire pression sur les gouvernements pour qu'on prenne en compte donc les sciences et la littérature. C'est pour ça que la France a le plus ancien ministère de la Culture, parce que les écrivains ont beaucoup insisté, notamment sur ce point-là. Au XXe siècle, nous savons que il y a le rôle important de Jean-Paul Sartre, qui, lui, n'a pas été élu parce que ça ne l'intéressait pas, mais par contre, il a eu un rôle donc médiatique extrêmement important sur tous les gouvernements de son époque. En tout cas, je vous conseille ce livre-là. Euh, c'est connaître l'Europe et l'Europe centrale notamment, qu'on ne connaît pas beaucoup ici. Ensuite, des romans. Des romans donc très différents. Je vais vous en présenter quelques-uns. Alors, je vais commencer donc par celui de droite, qui est peut-être le plus connu, le Da Vinci Code, puisque il a été, ça a été un best-seller mondial et on en a fait aussi un film. Et donc ce livre, donc il a été très populaire pour une raison très simple, c'est que c'est la rencontre donc entre les sciences, la littérature et l'histoire. C'est-à-dire que l'écrivain volontairement ne nous dit pas
à quel moment on est dans la littérature et à quel moment on est dans l'histoire. De même que il ne dit pas si les questions, il y a plein d'énigmes et de questions scientifiques. On ne sait pas là aussi si on est vraiment dans les sciences ou si on est plutôt dans la philosophie. Et c'est pour cela que cette absence de frontières entre les disciplines, c'est ça qui a fait son grand succès. Alors, en fait, le Da Vinci Code, c'est pas la première fois que on faisait un livre de cette nature. Il y a un autre livre donc de Umberto Eco, donc Le pendule de Foucault, qui était exactement dans le même sujet. En fait, dedans, on raconte l'histoire, comme je l'ai écrit donc à côté du livre. Donc, c'est un thriller planétaire. Donc, c'est une histoire qui se passe dans le monde entier. Et donc, les personnages vont vraiment nous présenter les cultures différentes. Il va y avoir donc mais une présentation précise des cultures différentes. Et le lecteur, finalement, il apprend beaucoup de choses donc en lisant ce livre. C'est à la fois c'est à la fois divertissant, bien sûr, c'est de la littérature, mais en même temps, c'est très érudit, c'est très intelligent. Et finalement, là, on va parler de personnages tout aussi importants que Descartes, mais en même temps en parlant de personnages beaucoup plus fantasques aussi. Le plus important, c'est que Umberto Eco, il a vraiment fait là aussi un mélange de littérature et d'histoire et de science et de philosophie. Finalement, il a un peu tout mélangé. C'est ce qui a fait le grand succès de ce livre. Là, nous avons donc deux livres de Umberto Eco et le Da Vinci Code, qui sont de même nature et que je vous conseille de lire. Ce sont des livres qui se lisent donc très facilement et dans lesquels ce sont des livres assez intelligents, mais il faut avoir un esprit critique. Attention, parce que si on n'a pas d'esprit critique, justement, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Et dans ces cas-là, on peut dire beaucoup de bêtises. Donc, on l'a vu avec le Da Vinci Code où on a vraiment, certaines personnes ont pris les choses au premier degré et donc on a vraiment refait l'histoire parfois. Et donc, attention, c'est agréable à lire, c'est intelligent, mais il faut avoir un esprit critique dans les deux cas. Ensuite, l'autre livre qui est dessous, qui est Mathématiques du crime. Là, on est dans quelque chose on est dans un thriller policier. Qui là aussi est intéressant puisque en fait c'est un tueur en série qui à chaque fois qui va laisser des équations ou des énigmes mathématiques à résoudre. Alors tout le long de ce livre, on va voir donc des policiers qui essaient de trouver ce tueur en série. Mais pour cela, pour se rapprocher de lui, il faut résoudre des équations de mathématiques. Alors ce livre-là, c'est là où c'est intéressant, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, dans notre génération, quand on est littéraire, c'est qu'on forcément, on doit, j'allais dire, devoir entre guillemets, hein, on doit détester les mathématiques. C'est qu'à l'école, on était nul en mathématiques, donc on nous a mis en littérature. Et dans ces cas-là, ce livre, ce thriller policier, qui parle de mathématiques est très original pour ça. Donc, voilà, c'est ces trois livres que je vous conseille. Ensuite, des livres, là aussi, qui mélangent l'histoire, les sciences et la littérature que je vous conseille de lire. Alors, ceux-là, ils sont un peu plus, j'allais dire, un peu plus intellectuels à lire, un peu plus difficiles à lire. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par l'histoire et les sciences, ce sont des romans qui sont vraiment très, très, très bien faits. Le premier, celui de Nick Cage, qui s'appelle Zéro. Donc, c'est un roman qui parle, c'est l'histoire d'une femme qui, depuis les temps anciens, chaque fois qu'elle meurt, elle va revenir, donc elle revient à la vie. Et donc, c'est une femme qui continue à vivre à travers les époques et qui va suivre
finalement l'évolution de l'histoire des sciences et des mathématiques. Et notamment, elle va regarder l'évolution de ce chiffre 0 et de cette notion du vide. C'est comment l'humanité fait face donc à cette notion du vide. Et alors, c'est un livre à la fois philosophique, à la fois scientifique, parce qu'on réfléchit à cette notion de zéro. Est-ce que zéro, c'est rien? Est-ce que zéro, c'est le vide? Est-ce que le vide, c'est rien? Aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui ont déjà répondu à cette question, puisque dans le vide de l'espace, par exemple, il n'y a pas rien. Il y a des choses qu'on appelle, par exemple, la matière noire. Donc, ça veut dire que le vide de l'espace, donc, il y a des choses. Donc, dans le vide, il y a quoi? Ce livre-là permet donc d'avoir une lecture, bien évidemment, totalement fictive, mais en même temps qui permet de réfléchir à des notions donc à la fois scientifiques et donc philosophiques. Le deuxième livre, donc La peste et le choléra, qui a été primé puisqu'il y a eu le prix Femina. Donc c'est un livre que je conseille aussi. Donc il raconte, c'est presque biographique, pas autobiographique mais biographique, puisqu'il raconte la vie de Alexandre Yersin, qui est le fondateur donc de l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur en France, c'est l'institut scientifique qui a créé donc qui est à l'origine de grandes avancées, notamment des vaccins, puisque Pasteur, ce grand scientifique français, est à l'origine des premiers vaccins. Et donc, on raconte cette vie parce que Yersin a beaucoup voyagé. C'est lui qui a notamment découvert dans les temps modernes donc le bacille de la peste. La peste, c'est une maladie qui a traversé l'histoire aussi. Donc, finalement, c'est quand il est retourné en Asie, donc qu'il a enfin pu identifier donc le bacille, donc le virus de la peste. Et donc, dans cette biographie de Yersin, donc, on raconte finalement tout le travail qu'il a fait sur ces deux maladies qui a vraiment marqué l'histoire de l'humanité. La peste, parce que, bien évidemment, à la fin du Moyen-Âge, elle a tué un tiers des Européens. Mais en même temps, le choléra, c'est une maladie qui est extrêmement répandue dans les pays chauds et tropicaux, et notamment en Afrique, et qui a donc beaucoup marqué les Européens à partir de l'époque de la colonisation. Beaucoup d'Européens ont été malades ou sont morts du choléra, puisque bon, ils n'étaient pas prêts donc, à faire face à une maladie qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, on va raconter cela. Et donc, dans ce livre, on parle beaucoup de science, parce qu'on raconte comment Yersin donc, va petit à petit progresser dans son travail sur la peste, comment soigner la peste, et puis donc finalement la découverte d'une plante donc en Chine qui a permis de pouvoir donc soigner la peste. Alors, tout cela est logique. Scientifiquement, on nous explique que quand une maladie vient d'une région, forcément, il y a quelque chose qui permet de lutter contre ces maladies. Et donc, si on acceptait l'idée que la peste vient d'Asie, donc il fallait trouver une plante en Asie qui puisse lutter contre la peste. Et aussi ces recherches sur le choléra. Donc, si on aime la médecine, les sciences, donc, et qu'on aime lire, donc je vous conseille ce livre-là parce qu'il est en grande partie biographique et que Alexandre Yersin donc, est quelqu'un de très important dans l'histoire des sciences en France. Ensuite, troisième livre, nous avons le livre donc, qui s'appelle La formule de Dieu. C'est un livre qui a eu un énorme succès. Comme vous voyez, c'est marqué dessus, donc 2 millions d'exemplaires. C'est dans une époque où on ne vend plus de livres, donc c'est quelque chose qui est gigantesque. Alors, ça part d'une histoire, ça part d'une histoire vraie, qui est que quand Einstein, donc, c'est le premier physicien qui s'est rapproché de ce que nous appelons aujourd'hui, nous, la physique quantique. Et dans la physique quantique, pour la première fois,
la physique bascule dans quelque chose qu'elle ne peut pas observer. Normalement, tout ce qui est physique, tout ce qui est scientifique doit être observé. Sinon, ce n'est pas scientifique. Et là, je parle des sciences selon les règles occidentales. Et donc, mais là, tout d'un coup, donc Einstein se retrouve, après avoir fait des équations, tout ça, il se retrouve face à une physique qui n'est pas observable. Alors, c'est pour cela que d'ailleurs, Einstein va dire, cette physique, puisque je ne peux pas l'observer, elle n'existe pas. Et là, ce sera les limites d'ailleurs de la physique d'Einstein. Et d'ailleurs, Einstein, il est considéré comme un génie parce que bon, c'est lui qui a réécrit, redessiné donc les théories de Newton, notamment sur la gravité. Mais malgré tout, il est resté un scientifique. Et pourtant, il avait mis le doigt sur quelque chose de fondamental, donc cette physique quantique, mais il n'a pas osé franchir le pas, c'est-à-dire que pour lui, on ne pouvait pas faire des sciences si on ne pouvait pas observer les choses. Et donc, il s'est arrêté au milieu de ses recherches finalement, et quand il est mort, il est mort finalement au milieu de ce qu'il a voulu faire. Ce sont d'autres physiciens, donc par la suite, donc qui vont continuer les recherches de Einstein et qui vont aller, eux, vers le quantique. Et le quantique, c'est quelque chose qui est formidable parce que pour la première fois, c'est ce qu'on appellerait, nous, la littérature, la philosophie, qui va permettre aux sciences d'avancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les sciences n'étant plus observables, elles ne deviennent que des hypothèses. Et les hypothèses, on arrive là dans la philosophie. Et là, on a un basculement de l'histoire qu'on n'a pas suffisamment d'ailleurs soulevé, parce que dans ce basculement de l'histoire, tout d'un coup, ce n'est plus les sciences qui sont au-dessus de la littérature. Maintenant, nous sommes dans la littérature, dans laquelle j'associe la philosophie, donc qui se retrouve au-dessus des sciences et qui sont indispensables pour comprendre les sciences. Alors, ce roman-là, bien sûr, alors c'est pas un livre d'histoire, là je vous fais un contexte historique, mais quand Einstein a commencé à dire qu'il avait ouvert les portes d'une nouvelle science pas observable, on a commencé à dire que Einstein, peut-être qu'il avait découvert donc la théorie qui permettait de justifier l'existence de Dieu. Et d'ailleurs, Einstein a beaucoup parlé de la religion. Il a beaucoup parlé de Dieu. Et dans les théories, j'allais dire un peu complotistes, on est dans une époque avec Internet où il y a beaucoup de complots et de théories de fantaisistes, mais il y a une théorie qui dit que, en fait, Einstein aurait découvert donc un moyen de justifier donc l'existence de Dieu. Et ce roman-là, raconte cette possibilité. Alors ça se rapproche là aussi du Da Vinci Code, bien évidemment. Ça se rapproche d'une histoire fantasmée, d'une histoire scientifique qui n'existe pas, bien évidemment, mais ça émet l'hypothèse que finalement la science de Einstein pouvait permettre de parler de religion. Et que finalement, si la science permet de parler de religion, on voit qu'il y a toute une partie de l'histoire de l'humanité qui va s'effondrer parce que les religions et les sciences se sont toujours opposées. On parle beaucoup de l'opposition entre la littérature et les sciences, mais on oublie qu'il y a eu une opposition beaucoup plus violente qui est l'opposition entre les religions et les sciences. Et là, on se retrouve donc finalement avec un rassemblement dans lequel, bien finalement, les sciences expliquent la religion. Alors, bien évidemment, ça ne fait pas plaisir à l'Église catholique, ça ne fait pas plaisir aux scientifiques non plus, qui sont très laïques souvent donc dans le système français. Mais en tout cas, ce roman-là permet de poser des questions.
Donc, je vous encourage à le lire. Vous voyez, donc il a été vendu à 2 millions d'exemplaires. Donc, c'est un livre qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Un autre livre qui s'appelle Le bâton de Clyde, là aussi, que je trouve passionnant. C'est un livre qui va parler de l'histoire de la bibliothèque d'Alexandrie. Cette bibliothèque d'Alexandrie, donc, elle a été la plus grande bibliothèque de l'Antiquité et elle a été détruite. Elle a été brûlée complètement, alors qu'il y avait dans cette bibliothèque, euh, c'était un trésor culturel. Vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup de textes de toutes les cultures méditerranéennes. Aujourd'hui, on n'est pas très sûr de savoir qui a détruit cette bibliothèque. Peut-être aujourd'hui, les théories des historiens disent que ce serait un évêque qui aurait ordonné sa destruction, mais on n'en est pas sûr. Ce livre-là part d'une autre hypothèse, qui est que ce serait donc lors des guerres entre les pays d'Asie centrale, puis de l'Europe, que finalement on s'est retrouvé donc dans une guerre de civilisation. Ce que ensuite nous aurons une guerre, une opposition entre l'islam, parce que c'est une religion qui va entrer dans tous les pays de cette région, entre l'islam et le christianisme. Et finalement, dans ce livre, on raconte c'est l'histoire d'un général dont le roi aurait ordonné de détruire cette bibliothèque parce que elle rassemblerait tout le savoir de l'Occident. Et donc, en détruisant cette bibliothèque, on détruisait le savoir de l'Occident, ce qui permettait à l'Orient de redevenir le centre culturel du monde connu. Et tout ce livre-là, en fait, qu'est-ce que c'est? Tout ce livre, ce sont 3 personnes, donc 3 personnages, qui vont essayer de convaincre ce général de ne pas brûler, de ne pas détruire cette bibliothèque. Alors, comment ils vont convaincre ce général? Eh bien, ils vont raconter la vie. Ils vont prendre tous les parchemins, tous les manuscrits qu'il y a dans cette bibliothèque, et ils vont raconter la vie des grands personnages de l'Antiquité, de Aristote, de Pythagore, et de dire, voyez, ces grands personnages ne doivent pas être oubliés. Ils ne doivent pas être oubliés. D'ailleurs, Aristote notamment a beaucoup influencé les pays, l'islam par la suite. Donc, ça montre que ce sont des philosophes assez universels. Et donc, tout ce livre-là raconte l'histoire de la description de ces grands personnages de l'Antiquité. Donc, grâce à ce livre, c'est un moyen de découvrir les grands scientifiques, les grands philosophes de l'Antiquité. Alors, de les découvrir de façon, bien sûr, résumée, mais je vous encourage à le lire. Et pour les enseignants qui pourraient écouter, je vous encourage à les utiliser dans les cours parce que c'est un moyen, à travers la littérature, de découvrir les grands personnages qui ont fondé la civilisation européenne. Alors,